Hello, bienvenue sur Poponco. Donc aujourd'hui, on va créer une API avec Node.js. Alors Node.js c'est tout simplement un moteur d'exécution de JavaScript côté serveur, d'accord? Donc ici, on va proprement dit en langage courant développer un serveur. Ce serveur va nous permettre de pouvoir générer des sessions d'appel. Donc c'est un serveur qu'on va utiliser dans le cadre de notre projet Call, donc qui est un projet qui permet d'automatiser le principe de l'appel en classe, d'accord? Donc au lieu d'utiliser des bouts de papier, on a trouvé mieux d'automatiser ce processus là. Alors donc ici on utilise Node.js. Pour pouvoir utiliser Node.js dans votre machine, vous devez obligatoirement l'installer, d'accord? Donc vous partez sur le site officiel de Node.js qui est nodejs.org. Alors vous allez voir cette page s'afficher. Vous choisissez la version LTS, donc ce qui termine par LTS ici, c'est la version qui est recommandée pour la plupart des utilisateurs. Ici, la version courante, en fait, c'est la version qui a les dernières mises à jour, mais qui n'est pas très stable. Donc, il va falloir utiliser la LTS pour le moment. D'accord? Donc, Node.js détecte automatiquement le système d'exploitation que vous utilisez au niveau de votre machine. Donc, pour installer Node.js, il suffit tout simplement d'utiliser la méthode d'installation habituel d'autres logiciels, d'accord? Donc ici moi j'ai déjà installé Node.js, je n'aurai plus besoin de l'installer. Donc je vais tout simplement initialiser mon projet, et pour initialiser le projet il faut ouvrir l'invite de commande, donc un terminal que j'ai fait ici. Donc il y a les raccourcis clavier que vous pouvez chercher sur internet, comment lancer rapidement un terminal ici. Alors j'utilise le terminal pour exécuter certaines commandes qui vont me permettre de pouvoir initialiser mon projet ici. Donc mon terminal s'est ouvert, mais il n'est pas au niveau du bureau. Je vais d'abord aller au bureau. D'accord? Donc, bureau. Donc, à partir de ce moment-là, je peux maintenant créer je crée d'abord un dossier qui va permettre de contenir mon projet, en fait. Qui va contenir mon projet tout simplement. Donc, la fonction, ou du moins la commande qui permet de créer un nouveau dossier, c'est mkdir. Voilà. Et le nom du dossier, ici, on va dire call, tout simplement. Collapse. Voilà, collapse. Alors donc je peux maintenant aller initialiser mon projet. Pour initialiser un projet, vous devez être dans le dossier du projet. Donc je vais aller au niveau de collapse. Donc là je suis dans mon projet collapse. Alors sachez que Node.js vient avec un outil qu'on appelle NPM, donc c'est son gestionnaire de package. NPM, c'est tout simplement une abréviation qui veut dire Node Package Manager. Donc c'est un gestionnaire de package pour Node. C'est cet outil qui nous permet d'installer, de supprimer, de désinstaller des packages, de manipuler les packages en quelque sorte. Il existe plusieurs autres outils, mais NPM c'est généralement l'outil que les débutants utilisent. Il y a notamment Yarn qui est beaucoup plus rapide, mais pour le moment lorsque vous commencez, je vous conseille d'utiliser NPM parce que c'est beaucoup plus simple. Alors la commande qu'on va utiliser ici avec NPM c'est init, d'accord? Donc c'est npm init avec un paramètre que ça prend -y, ça veut dire vous allez vous répondre oui à toutes les questions. Ce ne serait pas le cas ici, je vais pas répondre oui, je vais attendre qu'on me pose ces questions là pour donner les réponses que je veux. Si vous mettez -y, il va tout simplement enregistrer les réponses par défaut, d'accord? Donc ici j'ai le nom de mon package comme demande que je vais enregistrer qui est par défaut, la version aussi, la description du projet, donc c'est un API tout simplement, d'accord? Donc on va dire que c'est un API au calme. Alors ici le point d'entrée par défaut c'est index, mais je vais changer après. La commande test.js, les mots clés, je mets API et l'auteur, vous mettez votre pseudo, votre nom, la licence, vous laissez comme ça, et une fois que c'est terminé, c'est OK. Il vous pose la question si c'est terminé, vous écrivez yes dans la console et vous validez. Donc ici je vais essayer de lister le contenu. Je n'ai juste qu'un seul fichier package.json qui contient ces écritures là en fait. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que c'est nous-mêmes, au fur et à mesure que le projet va grandir, nous-mêmes on va créer des nouveaux dossiers, on va organiser notre projet comme on veut. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par ouvrir mon dossier, en fait mon projet dans Visual Studio Code, d'accord? Donc là il a ouvert le projet et on a toujours notre fichier là. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par organiser. Donc là c'est l'étape de l'organisation. Après avoir initialisé, on organise maintenant notre projet ici. Alors comment on va faire pour organiser? On organise pas en désordre en fait, c'est à dire que vous ne choisissez pas juste un type d'organisation comme ça. Vous devez choisir une organisation qui a fait ses preuves, qu'on appelle généralement les design patterns. Donc il y a certains types d'organisations qui existent
qui ont démontré leur preuve, leur efficacité au niveau de la maintenance des projets que il va falloir utiliser à chaque fois que vous en aurez besoin et selon les natures des projets. Ici, on va utiliser le design pattern MVC, d'accord? Donc, il s'appelle, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire Model View Controller. Alors, donc ici, comme c'est un serveur, on n'a pas besoin de la partie View, on va tout simplement utiliser le M et le C. Donc, parce que vous savez que la partie view, en fait, c'est quoi? C'est la partie visuelle du site. C'est lorsque vous concevez, par exemple, une application ou un site web, c'est la partie, en fait, que l'utilisateur voit, la partie qui affiche les images, les boutons, le texte, etc. Donc, comme c'est un serveur ici, on n'a pas besoin de cette partie. Donc, on va lever dans notre organisation, d'accord? Donc, il y a plusieurs design patterns qui existent. Le MVVM, là où il y a plein d'autres design patterns. Vous pouvez faire des recherches sur ça après. Donc, je commence par créer. Le premier dossier ici, c'est modèle qui commence par M, bien sûr. Après modèle, on va directement passer au contrôleur. Donc ici, ces dossiers ont les rôles, comme leur nom l'indique, leur rôle veut tout simplement, par exemple, au niveau du modèle, le premier M, c'est modèle. Donc les modèles, c'est quoi? Ce sont tout simplement des schémas, ce sont des plans des objets que vous allez manipuler au niveau de votre serveur. Les contrôleurs, ce sont eux le cerveau en fait de votre serveur. Ce sont eux qui vont permettre en fait de pouvoir exécuter les tâches, de pouvoir, ce sont les fonctions qui vont permettre à votre serveur de travailler, d'accord? Donc ici, vous voyez que notre design pattern est assez limité, donc il va falloir rajouter quelques dossiers qu'on a besoin ici, notamment le dossier des routes que je vais créer en même temps. Donc je vous exhorte vraiment à ne pas trop vous éloigner de l'organisation de départ, sinon ça va vous devenir très compliqué. Sinon vous allez faire un projet avec du code spaghetti, donc un code qui se mélange et qui est difficile à maintenir par la suite, déjà pour vous-même et pour d'autres développeurs. Donc à part le dossier route, on a aussi besoin d'un avant-dernier dossier, je vais dire, donc un dossier qui va gérer la connexion à la base de données qu'on abrège DB, donc comme database, d'accord? On aura encore besoin d'un dossier qui s'appelle utile, qui va contenir les fonctions en fait qui vont donc c'est utile, qui vont contenir en fait les fonctions qui sont utilisées par tout le projet, d'accord? Donc par tous ces dossiers là, c'est ce dossier qui va contenir les fonctions qui sont utilisées partout en fait. Donc là, notre organisation est plus ou moins complète. Donc la prochaine étape, après avoir organisé votre projet, c'est de commencer à installer les éléments dont vous aurez besoin, comme les éléments de connexion, les fonctions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Node.js utilise des packages. Les packages, c'est tout simplement les dossiers qui contiennent des fonctions que d'autres développeurs ont développées à votre place. Par exemple, si vous avez besoin d'une fonction de connexion, vous n'allez plus réinventer cette fonction-là en fait. Vous devez utiliser une fonction qu'un développeur professionnel qui est beaucoup plus expérimenté que vous a déjà fait, peut-être la personnaliser en fait. Donc, si vous avez besoin de cette fonction de connexion, là, il va falloir installer un package qui la contient. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, notamment en installant un certain nombre d'outils. Donc, sachez que j'ai oublié en fait de préciser le fichier d'entrée ici qui s'appelle serveur. Vous pouvez le nommer comme vous voulez à condition de préciser dans le paquet JSON en fait à ce niveau. Voilà. Vous voyez ici c'est main et je dois changer mon dossier en fait. Je dois changer mon fichier. S'il y a une erreur à ce niveau, faut regarder au niveau de main ici. Si c'est le même nom que votre fichier d'entrée en fait. Donc on revient à notre installation ici. Donc on est en train d'installer des outils dont on a besoin. Donc Node.js vient par défaut avec un code sommaire qui nous permet déjà de commencer à concevoir notre serveur. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser ici parce que ce code est très compliqué à comprendre et c'est limité pour les débutants. Donc c'est difficile à comprendre pour les débutants et c'est très limité pour des devs expérimentés. Donc on va utiliser un framework, donc un autre outil qui nous permet quand nous donner son code, qui va nous permettre de pouvoir construire un serveur de manière plus simple. Donc ce framework s'appelle Express. Après, on aura besoin d'installer aussi JSON Web Token. Donc JSON Web Token, c'est tout simplement un outil qui nous permet de générer ce qu'on appelle des tokens. Donc les tokens, ce sont tout simplement des pièces d'identité. Donc voyez-le comme un agent de police comme un agent de l'État en fait, comme un policier qui vous certifie ou bien qui vous donne une pièce d'identité pour ne plus que vous remontez l'acte de naissance à chaque fois que vous passez par exemple au contrôle, c'est ça. Donc ici on a le JSON Web Token, on a aussi le body parser, même s'il commence à être déprécié. On a le body parser, on a aussi besoin de Bcrypt. Bcrypt c'est un outil qui nous permet de pouvoir déjà crypter le mot de passe. Donc ça permet de signer un mot de passe en base de données. Ça permet de cacher ça à un voleur en fait.
Donc Bcrypt, à part Bcrypt, on a aussi besoin de NodeMon. NodeMon, c'est tout simplement un outil qui nous permet ici de pouvoir, à chaque fois qu'on change un fichier dans notre serveur ici, NodeMon va redémarrer le serveur. Si vous n'avez pas NodeMon installé, à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans votre serveur, le serveur ne va pas redémarrer, donc ne va pas prendre en compte les nouvelles modifications. Donc le dernier outil pour le moment dont on a besoin ici, c'est Mongoose. Alors Mongoose nous vient de MongoDB. Généralement dans les projets Node.js, on a besoin de ce qu'on appelle des ORM, donc Object Relational Mapping. Donc Mongoose, c'est un ORM qui appartient à MongoDB. Dans les projets Node.js, on utilise les bases de données non relationnelles de type MongoDB, Cassandra et autres. D'accord? Donc ici, comme c'est MongoDB qu'on utilise, et MongoDB, lui, a un outil, a un intermédiaire ici, qui s'appelle Mongoose, qu'on va utiliser parce que pour utiliser le code de MongoDB de manière brute est un peu difficile pour les nouveaux. Donc j'appuie sur Entrée, il va tout simplement installer en même temps tous ces éléments-là. Donc en attendant l'installation, on va déjà commencer à initialiser le code de notre serveur ici. Donc comme je vous l'ai dit, on a besoin, déjà avant de commencer à initialiser le code du serveur, on va déjà aller créer premièrement nos modèles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une session d'appel. Donc dans la session d'appel, on aura besoin de quoi? Du code, d'un objet code qui va contenir en fait le schéma. Donc c'est notre, ici c'est le plan de notre session de réponse, de notre session d'appel. Quelles sont les informations qui seront contenues dans ce plan là? On aura notamment le nom de l'identifiant du professeur qui a généré le code, le nombre d'enfants qui ont répondu, le cours, la date, etc. Donc ici on a besoin de Mongoose, puisque c'est un plan, c'est le modèle qui permet de pouvoir voyez les modèles comme des plans, d'accord, et ces plans là sont réalisés en base de données. Donc en base de données, ça devient, on va dire, des maisons, des objets à proprement dit. Donc ici on est en train de planifier, on veut construire, par exemple, on veut construire un objet en base de données. On a besoin de ce plan, et comme la base de données qu'on utilise ici c'est MongoDB, donc on va utiliser des outils de MongoDB pour faire notre plan, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas utiliser un autre outil de planification, en fait, un autre outil qui nous permet de faire des plans, des schémas, alors qu'on parle en MongoDB. Donc on utilise naturellement les outils de MongoDB, ici en l'occurrence Mongoose. Donc on va d'abord inclure Mongoose dans notre fichier. À chaque fois que vous allez utiliser un paquet, une fonction de paquet, il faut d'abord l'inclure de cette manière là, dépendant en fait de votre version de JavaScript. Donc ici on va prendre une fonction de Mongoose qu'on appelle schéma. Donc ici on va écrire code schéma. Alors donc sachez ici que, comme je vous l'ai dit, schéma en fait c'est le plan. Ici c'est le plan tout simplement de notre code, de notre session d'appel. Dans la session d'appel, on a besoin des identifiants des enseignants, d'accord, qui vont référencier qui. Bon, ici on va d'abord mettre des chaînes de caractères, après on va chercher effectivement quel genre d'identité. Donc ça va référencier les utilisateurs, vous allez voir pourquoi. Alors donc ici on aura également un champ code qui va contenir le code qui sera généré par une fonction. Après on a besoin du cours, du nom du cours en fait. Quel est l'intitulé du cours que vous êtes en train de faire en ce moment? Et ici on aura besoin d'un tableau, en fait ici c'est un tableau d'étudiants qui auront répondu, bon, d'apprenants on va dire, parce que c'est aussi disponible pour les écoles primaires. Alors donc pour faire un tableau, tout simplement on fait comme ceci. Donc pour le moment vous n'avez pas forcément besoin de comprendre en fait la subtilité de toutes ces choses en fait. Donc ici on a les cours, le nom du cours, la date aussi, il nous manque la date. Donc la date sera générée à chaque fois qu'on va créer un nouvel objet en base de données, la date sera automatiquement créée, d'accord. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un type date ici. Donc on va maintenant, ça c'est juste un plan, hein. On va devoir exporter ce plan là en modèle, d'accord. Donc ici le modèle qu'on exporte c'est code. On va également encore utiliser ici, on va également utiliser une fonction qu'on appelle modèle de Mongoose en fait. Donc vous voyez qu'on utilise que des outils de Mongoose ici. Puis qu'on parle, on va utiliser la base de données de MongoDB, enfin la base de données MongoDB. Donc là on a terminé la création de notre modèle code. On va créer maintenant un nouveau modèle qu'on appelle
user, donc le modèle des utilisateurs, donc des apprenants et des professeurs. Ici c'est un fichier, pas un dossier. Donc je vais supprimer. Donc j'ai créé mon fichier qui s'appelle user. Donc c'est l'avantage avec MongoDB. Bon, les bases de données généralement non relationnelles sont assez flexibles. Donc on va refaire la même chose ici. On inclut Mongoose à l'aide de cette fonction là require. Donc on dit on a besoin de Mongoose ici. Et on va récupérer quoi? La même fonction user schéma de Mongoose. Donc schéma ici, voilà. Ici un utilisateur ici aura quoi? Le nom. Donc c'est des types chaîne de caractères, donc string, un numéro de téléphone bien sûr, donc une adresse email, voilà, type chaîne de caractères aussi. Donc l'adresse email sera en minuscule, lower case, oui, et unique, oui. Donc deux personnes n'auront pas une même adresse en fait. Alors ici on va ajouter le mot de passe. Souvent dans les modèles vous pouvez directement crypter le mot de passe avant d'enregistrer, mais comme généralement ici vous êtes, on va dire, on considère que c'est des débutants, donc on va laisser ça comme ça et là on va exporter tout simplement notre modèle. Alors j'ai oublié un champ qui s'appelle rôle, voilà, qui s'appelle rôle. Donc le rôle de la personne, en fait le rôle de l'utilisateur, est-ce que c'est un enseignant, est-ce que c'est un apprenant. Donc ici on va exporter notre modèle tout simplement. Donc on va l'exporter en tant qu'utilisateur. On fait la même chose, user, on exporte le schéma en modèle. Alors donc là c'est terminé. Donc on a déjà nos deux modèles ici. La suite de notre, après avoir créé les modèles, on va maintenant aller au contrôleur. Pour le moment le serveur n'a pas de souci, il n'y a encore aucun code là-bas, d'accord. Le point d'entrée de notre serveur c'est celui-là, c'est ces fichiers là. Mais pour le moment on va d'abord s'attaquer aux fonctions principales, d'accord, de notre projet. Donc on va partir maintenant créer les contrôleurs, donc les contrôleurs qui vont permettre d'exécuter, de pouvoir répondre à l'appel, de pouvoir se connecter. Donc le contrôleur, on va créer un contrôleur unique ici. Donc on va l'appeler index, fait que c'est juste un seul contrôleur. Donc la première fonction qu'on va créer ici c'est une fonction de connexion. Donc on va appeler login. Voilà. Donc les contrôleurs, comme je l'ai dit, reçoivent quoi? Lorsque vous envoyez une requête au serveur, le serveur envoie ça aux contrôleurs qui vont contrôler le serveur envoie d'abord ça aux routes. Ce sont les routes qui vont transporter la requête jusqu'au contrôleur. D'accord? Donc ce sont les routes qui sauront quel contrôleur appeler. Est-ce que c'est une fonction, il appelle quelle fonction? Est-ce que c'est une fonction de connexion ou c'est une fonction d'inscription? Donc c'est les routes qui vont décider que oui, c'est tel contrôleur qu'on doit appeler, et ainsi de suite. Donc les contrôleurs reçoivent la requête et la réponse renvoie une réponse. Voilà pourquoi je mets ces deux paramètres là. Donc rec et res. L'ordre, en fait les noms importent peu, il faut juste savoir que le premier paramètre c'est la requête. D'accord? Donc ici on va mettre on va travailler avec les try catch pour plus de sécurité. Les try catch ici nous permettent, en fait, c'est dans cet espace là que vous devez mettre le code. D'accord? Et là où il y a l'erreur, c'est là où vous allez gérer le message d'erreur. Donc les try catch nous permettent de savoir si quand il y a une erreur, de ne pas arrêter notre serveur. D'accord? Donc ici c'est une fonction de connexion, donc on a besoin du mot de passe et l'adresse email de la personne qu'on va prendre au niveau de la requête. Donc mot de passe requête.body. donc la requête c'est ce paramètre là qu'on prend ici, c'est un objet, en fait c'est un grand objet dans lequel on prend le champ body. Body c'est le contenu du formulaire. Donc ici on va tester déjà si l'adresse email est définie. Donc s'il n'a pas envoyé un formulaire vide, donc j'ai besoin des deux, le mot de passe et voilà, le mot de passe. Et si les deux ne sont pas définis, alors renvoie-moi la réponse missing credential.
Bon, ici, c'est pas pour faire beau, hein. On laisse ça comme ça. Voilà, donc c'est pour dire à l'utilisateur que veuillez remplir votre formulaire en fait. Maintenant, si jamais ça se passe bien, donc on va mettre ça ici dedans, on va mettre ça ici. Alors donc si tout se passe bien, s'il y a l'adresse email et le mot de passe, il ne va pas rentrer dans cette condition là, il va passer tout simplement à la prochaine instruction. Donc la prochaine instruction c'est quoi? C'est de prendre l'utilisateur en base de données. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais d'abord ici, vous voyez, je travaille avec l'utilisateur, donc je vais prendre le modèle. Vu que là on passe de base de données, je vous ai dit le modèle ici c'est un schéma, c'est un plan en fait, c'est une organisation on va dire. Donc c'est un plan. Comme on passe de base de données, il faut savoir qu'on va forcément travailler avec des modèles. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire trouve-moi un utilisateur dont l'email est égal à l'email que j'ai récupéré au niveau du formulaire. D'accord? Donc ici j'exécute. Voilà. Alors donc je vais rendre ça asynchrone. Ici vous n'avez pas forcément besoin de comprendre les asynchrones, tout ça là. Alors donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais voir si l'utilisateur existe. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Si l'utilisateur existe et que je veux comparer son mot de passe. Bon, pour que ça soit plus simple à comprendre, je dis si l'utilisateur existe, d'accord, je vais comparer le mot de passe. Donc je crée une variable qui va comparer les mots de passe password, passe, on va dire passe top, c'est-à-dire que le mot de passe est le bon. Donc ici je vais utiliser bcrypt pour comparer les mots de passe, d'accord. Donc le bcrypt qu'on a installé là-bas, je vais l'utiliser ici. Donc je vais l'inclure dans mon fichier ici, mon fichier de contrôleur. Donc bcrypt, donc inclus-moi. Alors bcrypt, voilà. Donc c'est ce bcrypt que je vais utiliser ici. Bcrypt contient, alors est-ce que bcrypt, je vais vérifier s'il y a bcrypt dans ma, non, je prends ce que j'ai bien importé. Voilà. Alors bcrypt a une fonction qu'on appelle compare. Donc il va comparer les deux mots de passe. Donc compare prend quoi? Ça d'abord prend le premier mot de passe que l'utilisateur a envoyé et le mot de passe qui se trouve en base de données. Donc ici l'utilisateur qu'on a trouvé, on va prendre son mot de passe. Voilà. Donc si le mot de passe est le bon, je fais encore un test. Le résultat en fait de cette comparaison doit renvoyer vrai. Donc si ça renvoie vrai, on va faire quoi? On va créer une pièce d'identité qu'on va donner à l'utilisateur pour la prochaine fois. À chaque fois que vous allez, par exemple, lorsque vous êtes connecté sur Facebook, pour éviter qu'on vous pose des questions, on vous demande le mot de passe et votre adresse email à chaque fois, on va vous donner un code qui va durer un certain temps et ce code va contenir vos informations. Ces informations, on les appelle le payload. Donc ici, je vais prendre quoi? Chez vous, je vais prendre le nom. Donc l'utilisateur, donne-moi son nom. Je vais prendre le rôle tout simplement. L'utilisateur prend le rôle. Je vais aussi prendre l'adresse email. Et je vais mettre aussi l'identité. En fait, l'identifiant. Lorsque vous créez un nouvel utilisateur en base de données, MongoDB, la base de MongoDB crée lui affilie automatiquement un nouvel identifiant pour éviter que les données ne soient pour permettre à ce que chaque donnée soit unique en fait. Donc c'est un identifiant unique. Alors donc ici on va créer maintenant proprement de la pièce d'identité qu'on appelle token, donc le code. Alors ici c'est là où JSON Web Token intervient. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui est chargé de produire des pièces d'identité, donc les codes. Donc on va l'inclure également comme on a fait avec bcrypt. Donc JSON Web Token. Voilà. JSON Web Token, je vais l'abréger JWT. Alors JWT prend utilise quoi? Alors là, il n'a pas reconnu. Je vais vérifier. Est-ce que ok. Donc JWT a une fonction qu'on appelle sign qui permet de signer en fait, qui permet de générer la pièce d'identité que je voulais dire, le code. Donc ici cette fonction là prend quoi en paramètre? Ça prend la fonction sign, prend les informations de l'utilisateur et un message secret
Donc ici, je ne vous conseille pas ça de dévoiler le message secret de vos utilisateurs comme ça. Donc c'est un message secret qui doit vraiment être long. Donc j'ai tapé des caractères au hasard comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle une clé privée. Donc c'est juste un moyen de vérifier si c'est bel et bien vous qui avez fourni cette pièce là. D'accord? Donc ici, on va mettre le temps, la durée de la pièce d'identité qu'on est en train de créer pour l'utilisateur. Donc la durée du code, on va dire, bon, c'est juste 1 heure. Hein. Voilà. Donc après 1 heure, vous allez être automatiquement déconnecté de l'application. Donc ici, je renvoie le token tout simplement. Donc on appelle ça token. Maintenant ici, il faut bien gérer si l'utilisateur n'existe pas, il faut envoyer un message en fait. Il faut dire que l'utilisateur n'existe pas. D'accord? User not exist. La même chose ici là pour le mot de passe. Donc si le mot de passe n'est pas le bon, faut signaler ça à l'utilisateur que votre mot de passe n'est pas le bon. Donc on va dire password not match. Bien, tout simplement not match. Passe. Voilà. Donc notre fonction de connexion est bel et bien prête. D'accord? Donc ici on a terminé notre fonction de connexion. On va entamer la fonction d'inscription. Donc on va tout simplement coller et copier ici. On va aller vite. Donc on va modifier juste quelques infos. Donc ça, déjà son nom. Ici on va plus vérifier si il y a, bon, il y a les informations qui sont obligatoires. Les informations qui sont obligatoires, on va garder les mails et le mot de passe quand même. Donc on va aussi garder, on va vérifier si l'utilisateur existe déjà. S'il existe par contre là, on va dire non, vous pouvez plus créer un compte. D'accord? Donc on va modifier ce message là. On va tout simplement enlever user existe. D'accord? Donc si l'utilisateur existe, maintenant on va pas comparer les mots de passe et autres. Donc si l'utilisateur existe, on voit ce message là. Donc je vais vider tout le contenu ici. Donc si l'utilisateur existe, on voit ce message. Donc ici, s'il n'existe pas, il va venir à cette ligne là. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un nouvel objet utilisateur. Donc on va appeler new user. Ici on crée un nouvel objet, ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Vous pouvez prendre des informations sur le web, je vais faire une vidéo pour vous expliquer ça plus simplement. Donc ici on crée un nouvel utilisateur avec les données que vous avez mis au niveau du formulaire ici, donc requête body. Donc on va même mettre ça dans un à part, dans une variable. Voilà. Donc on va prendre le contenu, mais il y a une petite manipulation qu'on doit faire. On doit crypter le mot de passe de l'utilisateur avant de mettre ce mot de passe en base de données. Donc ici on va utiliser une fonction qu'on appelle bcrypt toujours, enfin le package bcrypt, mais il y a une fonction dedans qui permet de générer un mot de passe haché. Voilà. Donc on va dire passe crypté. Passe crypt. Donc on crypte d'abord le mot de passe avant d'enregistrer en base de données. Donc ici on a besoin de bcrypt. Alors cette fonction là prend, donc c'est un objet bcrypt qui a une fonction hash qui prend quoi? Le mot de passe de l'utilisateur et le nombre d'opérations que bcrypt va faire sur ce mot de passe là. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire prends-moi les informations qui sont dans le contenu, enfin dans le contenu. Au niveau du champ mot de passe, là où l'utilisateur a mis le mot de passe, mets-moi à cette place là le mot de passe crypté. D'accord? Donc c'est ça en français simple, ce qui se passe au niveau de cette ligne là. Donc notre nouvel utilisateur est à présent prêt. Je vais tout simplement l'enregistrer en base de données pour que ces données soient pérennes, et je retourne un message au monsieur ou à la dame qui vient de s'inscrire pour dire que le compte a été créé. User create. Voilà. Donc ici notre fonction d'inscription est à présent terminée. Donc j'ai oublié le S ici. Notre fonction de connexion est à présent terminée. Il nous reste la fonction de mise à jour du profil. Donc je colle encore et je modifie encore quelques informations tout simplement. Donc la mise à jour, on va quand même mettre
Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai enlevé ça. Alors donc ici, on doit créer notre fonction de mise à jour. On doit quand même mettre les informations à jour. Donc il y a quelques informations qu'on va aussi garder comme l'utilisateur. Si on ne veut pas mettre un profil qu'on ne trouve pas, on ne peut pas mettre à jour un profil qui n'est pas contenu dans la base de données. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va récupérer l'identifiant qui va nous venir d'un paramètre de l'utilisateur. Donc ici, on va dire prends-nous l'ID au niveau de rec. On ne va pas utiliser, cette fois-ci, on ne va pas utiliser body mais params. Donc on va dire id user, prends-nous l'identifiant de l'utilisateur. Donc ici, c'est pas vraiment assez long, on va même pas tester tout ça. Finalement, j'enlève. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester, je vais utiliser une fonction qui nous vient de MongoDB toujours. Donc user, je vais dire trouve-moi un utilisateur et mets à jour son profil. Donc trouve l'utilisateur, donc l'identifiant est égal à celui qui est dans l'identifiant qui est dans cette variable là, et met à jour les informations que cet utilisateur nous a envoyées. Donc ces informations là, on va les récupérer au niveau de content ici. Donc met à jour ces infos, met à jour les informations qui sont dans la variable content. Et ici on va dire renvoie-nous le nouvel objet, donc les nouvelles informations de l'utilisateur ici. Donc on retourne la réponse à l'utilisateur, bien sûr. Donc ici on va dire user. Bon, on peut ajouter un message, hein. Ici on va dire user. Ici on va par exemple dire message, on va dire profile updated par exemple. Enfin je sais pas si avec E ou sans. C'est comme ça. Si on va enlever user là, donc on envoie un message qui est écrit profil updated et le contenu du nouvel objet de l'utilisateur. D'accord, donc ici on a terminé avec les fonctions de l'utilisateur. La deuxième partie de notre contrôleur, enfin la suite du fichier contrôleur, c'est la partie qui va permettre de répondre à l'appel et de générer un code. Donc la prochaine fonction qu'on crée, c'est une fonction de génération de code. Donc on va l'appeler GenCode. C'est ce code que l'enseignant va donner à ses étudiants ou à ses apprenants. Et eux, ils vont mettre ça au niveau du formulaire, au niveau de leur profil pour pouvoir répondre à l'appel rapidement. Donc ici, on a quoi? On va utiliser ce qu'on appelle le timestamp. Le timestamp, pour que le code soit unique, en fait, c'est le nombre de secondes qui s'écoule depuis 1970. D'accord? Donc ici, on a une fonction en JavaScript qui nous permet en fait de pouvoir récupérer le timestamp qui s'appelle date.now. Alors comme c'est un nombre, et en JavaScript, rappelez-vous qu'en JavaScript, pour transformer un nombre en, on va dire en un nombre en lettres, en chaîne de caractères, vous pouvez tout simplement le concaténer avec plus et ces griffes là. Donc c'est devenu une chaîne de caractères. Vous allez savoir pourquoi on rend ça en chaîne de caractères. En fait, c'est pour récupérer la taille. Et on veut récupérer la taille, pourquoi? Pour comprendre le nombre de caractères qu'on doit enlever au niveau du temps. Parce que c'est un long chiffre. Le timestamp, c'est un chiffre à peu près qui est comme ça. Donc on va prendre les 5 derniers, par exemple, ou les 4 derniers chiffres. Donc pour faire des opérations, étant donné qu'on ne peut pas soustraire automatiquement un nombre comme ça, il va falloir d'abord le transformer en chaîne de caractères. À partir de là, on peut prendre 5 ou 2 caractères de ce nombre-là. Donc ici, on prend la nouvelle taille. Donc length. Donc pour prendre la taille, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire new time. Donne-nous la taille. Voilà. Et ici on va générer le code à proprement dit. Donc on va dire quoi? Comment on va faire pour générer le code? On va prendre la chaîne de caractères new time, et sur une chaîne de caractères, ça a des fonctions, notamment la fonction qui permet de enlever, de retirer par exemple parmi tous ces caractères là, de retirer spécialement 3 caractères. Donc cette fonction là prend quoi? À partir de quel instant vous voulez commencer à compter. Donc moi j'ai pris la taille. Donc disons s'il y a 13 contacts, s'il y a 13 on va dire 13 chiffres ici, et que la taille vaut 13, donc ça veut dire que je commence à compter vers la fin. Donc jusqu'à taille moins, enfin new taille moins
5, on va dire. Donc ça, c'est le code qui est contenu dans cette variable là. Et on a dit notre code, en fait, notre modèle code a plusieurs informations. Pour le moment, la seule information qu'on a, que le serveur peut fournir, c'est tout simplement le code. Donc l'enseignant lui va mettre le cours, seulement. Voilà. Donc qu'est-ce qui va venir de l'enseignant ici? C'est le cours. Donc le nom du cours, en fait. Donc on va, souvenez-vous qu'on prend toujours requête.body. D'accord. Donc ici, donc voici encore une petite remarque que j'ai envie de vous faire. Quand vous faites une fonction, l'acquisition des données, la réception des données se fait au niveau de la tête. Donc au niveau du début ici, au début de votre fonction. Donc après avoir fait l'acquisition de toutes ces données, on va maintenant faire des traitements dans la deuxième partie de la fonction. Donc traitement. Ici on va faire les traitements. Donc on a quoi? On a déjà le cours et le code. Alors le reste sera généré automatiquement. Donc on va créer un objet. Donc on va appeler data to set. Donc les données à mettre. Cet objet là, c'est comme si on créait déjà en fait le modèle, mais pas proprement. On organise, on rassemble juste toutes les données, toutes les informations qu'on a déjà sur place. D'accord? Parce qu'ici chacun encode dans sa variable. Il faut qu'on les mette dans un même objet. Donc ici course va recevoir comme valeur course, code va recevoir comme valeur code, et la date que j'ai là-bas va recevoir date. Bon, ici on peut garder la date, on va dire to string en fait. Voilà. Et ici on va aussi prendre l'identifiant de l'enseignant. Ici on a aussi oublié de récupérer l'identifiant de l'enseignant qui crée la session. Donc on va faire encore l'acquisition des données ici. Donc id teach par exemple. Donc on va prendre au niveau de paramètres point id teach. D'accord. Donc c'est l'enseignant aussi qui nous fournit son identifiant pour pouvoir terminer le processus ici. Donc je récupère tout simplement ça ici. Voilà. À partir de ce moment, on a déjà toutes nos informations. Donc on va pouvoir enregistrer ça en base de données avec l'objet code. Donc code, on va créer un nouvel objet qui s'appelle, qui est contenu dans la variable qui s'appelle new code. Donc ici on crée un nouvel objet code, new code, qui va recevoir quoi? Data, toutes les données qu'on a rassemblées dans cet objet là. D'accord. Donc ici on va maintenant pouvoir enregistrer. Alors on transforme d'abord A en 5 en notre fonction ici. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Le nom code est introuvable. Alors donc je dois d'abord, il a raison parce que je ne l'ai pas inclus. Voilà, c'est un modèle. Ok, là c'est bon. Donc ici je sauvegarde en base de données à proprement dit. Voilà. Et je retourne le code à l'enseignant. Donc ici on n'a pas besoin en fait de, on va dire de, je retourne l'objet code, lui va récupérer le code d'abord. On n'a pas besoin de mettre try catch parce que on ne travaille pas avec les données directement en base. D'accord. Donc organisez votre fonction comme ça chaque fois que vous allez travailler. Au début c'est tout simplement l'acquisition des données. Au milieu de la fonction c'est le traitement lié à la base. Donc c'est la partie sensible de votre fonction. Donc la dernière fonction qu'on va créer ici, c'est une fonction qui va permettre aux enfants de pouvoir répondre à l'appel. Donc on va l'appeler respond. Donc c'est toujours un contrôleur aussi. Voilà, là on va faire les try catch parce qu'on va pouvoir modifier notre base de données. Quand la base de données a souvent des erreurs, pas mal d'erreurs là-bas. Donc alors ici pour pouvoir répondre à l'appel, on a besoin de quoi? On a besoin du code que tu vas nous envoyer au niveau du formulaire. Donc il y a un formulaire qu'ils vont remplir. C'est un formulaire à un champ tout simplement. Donc le champ code. Et on a aussi besoin de ton identité pour pouvoir ajouter, enfin ton identifiant pour pouvoir l'ajouter à ce niveau là dans notre modèle, dans ce tableau là, dans tab students. D'accord. Donc ici on va récupérer l'identifiant au niveau de rec params.id students tout simplement. Donc et qu'est-ce qu'on va faire ici? On pourrait d'abord vérifier si
l'enfant, l'identifiant qu'on nous a envoyé, avant d'ajouter dans notre, avant de pouvoir répondre présent, s'il existe vraiment dans notre base de données, d'accord. Mais ici, pour éviter que la vidéo ne se rallonge, on va pas vraiment faire, on va un peu faire fi de la sécurité, d'accord. Donc on va tout simplement modifier directement notre objet. Donc on va dire au niveau de code, ici, trouve-moi en base de données et modifie-le. Donc trouve one and update, parce qu'ici on ne parle pas d'identifiant, on parle de code. Voilà. Et met à jour, ajoute, je vais utiliser une fonction qui nous vient de MongoDB toujours. Donc c'est add to set. Add to set veut tout simplement dire d'ajouter les éléments s'ils n'existent pas déjà. Pas la peine de pouvoir faire 1000 appels si votre identifiant ne change pas. Il ne va pas vous rajouter 1000 fois en fait. Donc tab students, d'accord. Tab students, au niveau de tab students on ajoute quoi? On ajoute l'idée de l'étudiant et on va nous renvoyer un nouvel outil, enfin un nouvel objet. Donc ici on va renvoyer quoi? La table des enfants qui ont répondu. Donc on peut envoyer par exemple code tab, voilà. Donc pour le moment vous n'avez pas franchement besoin de comprendre la synchrone, mais c'est important aujourd'hui parce que c'est devenu pratiquement la norme et ça permet de travailler même si ça bloque un peu le serveur. Donc ici on va mettre code tab pour vérifier effectivement si on a bien répondu. Alors ici il nous signale un problème. Alors on va regarder. Oui, il doit se fermer en fait. On doit mettre la parenthèse bien. Donc je vais regarder ici mes parenthèses, s'il y a add to set. Voilà, neutral. Le problème il est où? Alors donc je vais recommencer la fonction. Apparemment il y a un problème. Donc ici on a dit find code par code. Donc trouve-moi au niveau de la table des codes, trouve-moi une table dont le code correspond à celui que l'enfant a envoyé en fait, et ajoute son identifiant dans le tableau des tab students en fait, dans le tableau des apprenants. Tab student, ajoute-moi son identifiant, d'accord. Donc là tout est bien pour le moment. Alors ici qu'est-ce qu'on va rajouter? On va dire, alors quand tout ça est fait, renvoie-moi un objet, on va l'abréger obj. Voilà. Donc retourne quoi? L'obj tout simplement. Pour vérifier. Donc normalement on doit déjà on doit voir notre identifiant dans la table des enfants qui ont répondu. S'il n'y a pas eu d'erreur, bien sûr. Donc voilà, notre fonction de réponse est à présent terminée. Donc on va quand même loguer l'erreur pour comprendre pourquoi il y a une erreur. Alors donc ici on a terminé avec notre contrôleur, mesdames et messieurs. On va pouvoir partir à la partie de la base de données. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc ce fichier là va nous permettre de se connecter, de nous connecter en fait à la base de données facilement. Donc ici on a besoin de quoi? Comme je vous l'ai dit au début, on utilise MongoDB comme base de données. Donc et pour communiquer avec MongoDB on utilise Mongoose ici. D'accord, donc on va encore inclure Mongoose comme d'habitude. On utilise Mongoose et il y a un outil, il y a une fonction dans Mongoose qu'on appelle mongoose.connect. Voilà, mongoose.connect reçoit quoi? Reçoit un certain nombre de paramètres dont l'adresse de votre base de données et les options que Mongoose utilise. Alors donc on va utiliser Vent, après catch. Voilà, s'il y a une erreur. Pour le moment, vu que je n'ai pas encore le lien de ma base de données, je ne vais pas l'écrire. Donc je vais tout simplement loguer le message comme je l'ai fait pour la dernière fonction. Donc là on est déjà au niveau de la base de données, on est déjà au niveau du dossier base de données, on a terminé avec les contrôleurs. Maintenant ici qu'est-ce que je fais? Je vais facilement créer ma variable, enfin je vais créer une variable qui va contenir l'adresse de ma base de données que je vais mettre ici. Donc c'est la variable et je vais mettre un certain nombre d'options ici.
d'accord. Donc alors ici, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire comme ça. Donc je vais loguer un message, je vais afficher un message pour dire database is connected. On va dire connect. Voilà. Donc la base de données est connectée. Si jamais je suis connecté, mais tout ceci ne passe pas encore parce qu'on n'a pas encore configuré notre serveur. Notre serveur n'est pas encore fonctionnel parce qu'on n'a pas encore en fait ajouté du code au niveau de notre fichier d'entrée qui est le fichier principal, d'accord. Donc on a en train de juste remplir le contenu des dossiers secondaires comme ça pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc ici il nous reste à créer notre fichier route qui est un fichier essentiel parce que c'est un fichier en fait, c'est un fichier qui nous permet de comme son nom l'indique, hein, de router, d'envoyer, de transporter nos requêtes vers les différents composants de notre serveur. Donc c'est index.js. Donc ici on va utiliser encore un élément de express. Voilà. Donc pour utiliser les éléments des packages, n'oubliez pas toujours de les inclure, sinon de toute façon on n'allait pas les utiliser. Donc ici on récupère d'abord express vu que c'est un élément, c'est son élément dont on a besoin. Ici on va prendre des routes. Et dans Express, on a besoin de quoi? D'une fonction qui s'appelle routeur. Donc ici, je vais scinder mon fichier en 3 parties: d'authentification, la base de données, donc les modifications, les suppressions et code. Code, c'est les réponses à l'appel, génération de code. Donc ici, on va créer notre première route. Donc on construit une première route qui va nous mener vers quoi? Vers le contrôleur de connexion. Donc ça, c'est un état qui est assez gentil, hein, qui construit des routes à son peuple. Donc ici on crée une route pour que les gens aillent s'inscrire en fait. Donc ici user-login, voilà. Donc quand un utilisateur va taper cette route là au niveau de son navigateur pour communiquer avec le serveur, on va l'indiquer login contrôleur, d'accord. Donc on va l'amener au niveau de notre contrôleur, mais à la fonction login. La deuxième fonction ici pour la deuxième route, c'est la route de d'inscription, sign up. Donc ici on modifie le nom de la route également. Alors la base de données, il y a quoi là-bas? Il y a juste la modification, hein. Donc la modification du profil update. On a besoin de quoi? De l'identité du profil ID user. Alors au niveau du code, on a besoin du code, voilà. On a besoin de la fonction genCode qui va nous générer le code. Donc user gen code, enfin on va écrire comme ça, ici on va mettre l'identifiant de teacher en paramètre. Il est teacher. Voilà, c'est ce que j'ai appelé paramètre en fait, c'est ça. C'est ce qui vient à la fin, au tout dernier moment. Un paramètre, c'est tout simplement une variable, c'est que ça peut changer à tout moment, alors qu'une route, ça ne va jamais varier, peu importe au moment où vous allez taper, ce serait toujours les mêmes. Ici, ces paramètres là changent à chaque fois, donc parce que tous les enseignants n'ont pas les mêmes identités, les identifiants. Donc ici on va appeler respond, donc le contrôleur respond, et la route aussi va s'appeler respond tout simplement. Mais ici on va aussi prendre l'idée de l'enfant. Donc j'enregistre et je vais aller vérifier en fait au niveau de genCode si effectivement on prend ID teacher en paramètre. Donc au niveau de genCode ici, est-ce qu'on prend l'identité? Voilà, ID teach. Voilà ce que je voulais regarder, ID teach. Donc ici c'est ID teach. Donc je vais exporter maintenant mes routes pour qu'elles soient accessibles au niveau de mon serveur. Donc ici, voilà. J'exporte mes routes. Donc maintenant la dernière partie de cette vidéo, ce serait, enfin l'avant-dernière partie avant les tests, ce serait bien sûr la conception de notre serveur à proprement dit. Là on a rempli toutes les informations sauf le serveur en fait. Donc ici on a besoin d'un serveur qui est basé sur Express, d'accord. Donc je commence d'abord par inclure Express. Donc require Express, et dans Express on a besoin d'un objet, enfin d'une fonction qui s'appelle également Express. Donc n'oubliez jamais que Express en fait c'est un package, et les packages on a leurs fonctions, les packages ont des fonctions qu'on utilise en fait, dont on a besoin.
Donc il faut aussi savoir scinder votre serveur. Ici par exemple, on peut avoir les configurations, d'accord, la première ligne, et ici on aura les middleware. Les middleware, c'est tout simplement c'est un mot composé, un middle et ware. Donc ware ça veut dire logiciel et middle c'est au milieu en anglais. Donc ce sont des logiciels qui sont entre en fait, ce sont les logiciels qui viennent, des fonctions qui vérifient si vous avez l'autorisation d'entrer ou pas, si vous avez l'autorisation de supprimer un objet ou pas, par exemple. Donc ce sont des fonctions qui sont entre les contrôleurs et vous en fait, d'accord. Donc ce sont des fonctions qui sont au milieu. Par exemple, ces fonctions là on peut les mettre au niveau de utile par exemple, mais dans ce projet on va pas les utiliser. Alors les configurations ici, pour le moment on n'en a pas. On va tout simplement utiliser app.listen. Donc on va utiliser l'objet app, voilà, qui contient une fonction qui s'appelle listen, qui elle prend en paramètre le port, donc le numéro d'appartement de notre serveur. Donc vous voyez un serveur comme on va dire un immeuble qui a des appartements, et ces appartements là sont identifiés par des numéros. Donc le numéro c'est ce qu'on appelle les ports. Donc ici il nous demande le numéro de notre port. Donc on va déclarer ça dans une variable. Travailler beaucoup avec les ports, les constantes, c'est important, et de toute façon c'est la nouvelle recommandation des standards de JavaScript, notamment ECMAScript, d'accord. Donc ici ça prend en paramètre le port et une fonction de retour qu'on appelle callback. Donc le retour, c'est-à-dire si tout se passe bien, tu m'affiches ce message là. Donc je log tout simplement que le serveur is run. Voilà, is running tout simplement. Donc ici, si on lance notre serveur, il va se lancer normalement sans problème. Donc on va essayer avec npm start pour voir. Alors donc à ce niveau, notre serveur se lance bel et bien. Vous voyez un message au niveau de notre console à cause de cette ligne là en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va configurer notre monde, parce que si on modifie, par exemple, je vais modifier et j'enregistre, vous voyez le serveur ne se met pas à jour, donc ne prend pas en compte la nouvelle modification. On va répartir au niveau de notre paquet JSON. Donc on va rajouter un script à ce niveau. Regardez bien, vous voyez que ici ça script commence là, ça se termine là. Pour le moment il y a juste test qui est à l'intérieur, donc nous on va ajouter start. Donc à chaque fois que vous allez taper npm start dans votre console pour exécuter votre serveur, lui en dessus il va appeler nodemon serveur.js ou serveur tout simplement, d'accord, nodemon serveur. Donc on va relancer, on va voir ce qui se passe maintenant. Vous voyez là il a lancé nodemon, les écritures sont maintenant en jaune, vert et tout, pour signaler que ça se passe bien au niveau de votre serveur, tout se passe bien pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on va configurer ici? On va également ici on va ajouter un middleware qui est qu'on utilise. Bon, ça on peut utiliser ça, on peut appeler ça comme des configurations du serveur, parce que le serveur, dépendant de votre projet, votre serveur peut avoir plusieurs configurations. Par exemple, le nombre de requêtes que ce serveur peut accepter d'une même adresse par seconde, etc. Donc ici on va tout simplement mettre express.json pour pouvoir analyser les requêtes, d'accord. Donc ici on va inclure notre routeur use. On va lui dire à chaque fois qu'on va faire appel à toi et que ce monsieur a tapé dans son navigateur API, tu appelles tout simplement les routes. Donc ici c'est route. Alors pourquoi il ne m'inclut pas les routes? Je vais repartir au niveau de mon fichier route si je l'exporte bel et bien. Je exporte moi les routes, je repars, je tape, voilà, là il importe automatiquement. Si vous voyez que l'import automatique ne passe pas, c'est qu'il y a un problème avec vos routes en fait, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre serveur généralement, donc il faut vérifier ça. Alors donc ici notre routeur est configuré, mais on n'a pas encore testé si ça passe ou pas. On aimerait bien tester, mais il faut d'abord que tout soit fini.
Ici, on va aussi inclure notre base de données. Et vous allez voir, normalement, il devrait avoir un problème parce que j'ai pas encore mis l'adresse de ma base de données. Donc, ici, je suis en train d'inclure le fichier de la base de données avec cette expression require là, en fait. Donc, ici, j'ai dit la base de données se trouve dans DB. Ici, on va vérifier. Voilà. Il m'a affiché le message d'erreur. La base de données m'a affiché le message d'erreur. Il me dit l'adresse de l'adresse de ma base de données doit commencer par mongodb // et tout. Alors qu'ici, ce n'est pas ce que j'ai mis. Ici, j'ai mis URL et puis j'ai laissé ça vide comme ça. D'accord? Donc, je vais aller copier mon adresse dans un ancien projet. Enfin, dans un projet d'essai. Voilà. Donc, au niveau du... Voilà. Donc, je vais copier ça ici. Et je vais tout simplement écrire database Yuri et j'enregistre. On va revoir s'il va se connecter. On va surveiller le message ici. Voilà, database est connectée. Donc la base de données est à présent connectée. On peut commencer les tests. On peut commencer à s'inscrire, à se connecter, etc. D'accord? Donc là, notre serveur, le travail est à présent terminé. On va maintenant passer à la phase des tests. Donc on va lancer un petit logiciel qu'on appelle Postman, qui est souvent utilisé dans le cadre des tests lorsque vous développez un serveur. Vous n'avez pas forcément la partie front-end, donc la partie visuelle. Vous ne pouvez pas simuler le comportement d'un utilisateur, d'un vrai utilisateur pour le moment. Donc pour aller vite, si vous avez besoin juste du serveur pour le moment, je vous conseille d'utiliser des logiciels qui sont spécialisés dans des tests comme le logiciel Postman. Il y a Postwoman aussi qui vous permettent effectivement de pouvoir tester vos API tranquillement. D'accord? Alors donc ici, notre logiciel Postman s'est lancé. On va mettre l'adresse de notre serveur ici. On va faire un petit test. D'accord? Donc j'avais déjà copié ça quelque part. Je vais tout simplement coller ici. Je vais essayer de faire, par exemple, je vais tester ma première route qui est user login. D'accord? Donc je vais essayer de me connecter pour voir si tout se passe bien. User login, API user login. Je vais me connecter. Alors il me dit, il y a une erreur ici, il me dit 404 non trouvé. Donc la route n'a pas été trouvée. Je vais vérifier au niveau de mon serveur. Pourquoi? Alors, donc je regarde API. Effectivement, je dois mettre un slash ici. J'enregistre. Voilà, vous voyez que le serveur redémarre automatiquement. Il faut souvent attendre que le serveur soit connecté à la base de données en fait. Que votre base de données soit connectée, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je vais réessayer la connexion. Alors, il n'a pas toujours trouvé. Je vais essayer de modifier par exemple les informations de mot de passe ici. Et adresse email. Alors, pourquoi il ne trouve pas? Donc on a slash API user. Je repars au niveau de route. Je vais mettre un slash ici. Et je vais enlever le slash ici. Ah, donc je vais retester. Voilà. Là, il m'a renvoyé un message. Donc le message dit user. Donc l'utilisateur n'existe pas normalement. D'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouvel utilisateur. Donc je vais créer un nouvel utilisateur pour voir si tout va bien se passer. Donc pour créer un nouvel utilisateur, c'est user sign up. Je vais aller au niveau du corps de la requête body. Donc c'est ce body là dont je vous parlais en fait. Ce body que je récupérerai au niveau de mon serveur. Donc ici là ça simule on va dire un serveur, enfin un formulaire en fait. D'accord. Donc on va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle admin par exemple 20 et le mot de passe est 2020 L par exemple. Puis on laisse toutes les informations comme ça. On va essayer de s'inscrire. Voilà, il n'a pas aussi trouvé, il a fait la même erreur. On va repartir au niveau de sign up. Donc alors ici on va mettre des slash derrière user que ça passe, enfin devant, ou c'est selon. Voilà, donc on va aller retester. Normalement ça doit passer.
Voilà, donc on attend un petit peu. Là, c'est en train de créer une nouvelle utilisateur en base de données. Quand ça mouline comme ça veut dire qu'il y a une erreur. On va vérifier. Apparemment, il nous affiche pas le message erreur. Pourquoi? Parce que au niveau de try catch ici, je n'ai pas logué l'erreur. Donc, je vais repartir dans ma connexion, dans ma fonction d'inscription. Je vais afficher mon erreur ici pour me dire, voilà, je vais afficher l'erreur pour me dire s'il y a une erreur, affiche-moi l'erreur au niveau de la console. En fait, c'est très important. Vous voyez? Donc, je vais recommencer ici. Et voilà ce qu'il va me dire. Donc, je relance. Alors là, il a affiché tout un blabla. Il me dit référence erreur est non définie. Erreur n'est pas définie. Alors, ah oui, c'est vrai. Donc, ici, c'est erreur. J'enregistre. Je réessaie. Voilà, là, il va m'afficher, il me dit validation casse. En fait, ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce que lorsque je crypte ce mot de passe, il reçoit la promesse, mais pas le contenu, en fait, pas le contenu du cryptage. Donc, il dit il ne peut pas caster la promesse là en chaîne de caractères, en fait. Donc, il ne peut pas, on va dire, transformer ça en chaîne de caractères. Voilà. Donc, ici, je dois attendre. Je dois mettre un await pour dire non, j'attends le résultat de cette fonction là. Voilà pourquoi il disait, voilà pourquoi cette erreur là, cast to string. Donc, changer en chaîne de caractères, il y a eu une erreur parce que la valeur, c'est une promesse. Et lui, voilà, donc ici, je vais relancer. Voilà, l'utilisateur a été créé. Il m'a renvoyé le message. D'accord? Donc, j'ai tout simplement renvoyé ce message. L'utilisateur a été créé. Mais on va tester si l'utilisateur a vraiment été créé en allant nous connecter. D'accord? Donc, je copie mes informations. Et je repars au niveau de ma fonction login. Si on m'envoie le token, ça veut dire que c'est bon. Donc, je me reconnecte. Voilà, on m'a renvoyé le token. Donc, ça, c'est mon token qui va me permettre de... C'est une pièce d'identité qui va me permettre de pouvoir à chaque fois, en fait, présenter au serveur. À chaque fois que je vais me connecter, montrer au serveur. Mais ça a une durée. D'accord? Donc, par exemple, pour vérifier si le token est vraiment vrai, on va aller sur un site qui recueille les informations du token qui s'appelle duet.io, qui va nous déchiffrer notre token ici. Vous allez voir que ce sont les informations que j'ai mis qui vont sortir ici. Donc, je copie ça, j'enlève, je colle. Voilà. Et ici, on a quoi? NDG, le rôle, c'est student admin 20. D'accord? Donc, ici, on a la date d'expiration et identifiant en base de données que je vais même copier ici. Alors, donc, pour le moment, on ne sait pas encore si je suis... on sait juste que le rôle, c'est student et tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer une session d'appel, enfin, un code pour répondre à l'appel. Donc, je vais modifier ici user, on va dire user, génère-moi le code. Donc, gen code. Et ici, je vais mettre le paramètre à la fin. Donc, mon identifiant en base de données pour dire que c'est moi qui vais générer le code. Donc, on y va, gen code. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, il doit me renvoyer un message. On repart. Si ça mouline, c'est qu'il y a un problème. Ici, il nous dit date cast to file valeur fonction date. Alors, il y a un problème au niveau de la fonction date lorsqu'on génère le code. D'accord? On va revérifier ici. Date to string. On va mettre fr par exemple. Je vais essayer de régénérer pour voir si ça passe désormais. Il y a toujours la même erreur. Bon, pour le moment, on va mettre la date en now. Donc, on va prendre la date du moment, comme ici, par exemple. Donc, c'est une date qui sera en timestamp. C'est pour aller vite, sur de réfléchir sur les fonctions de date. Donc, voilà, on va essayer de générer un code. Il y a encore une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit date cast to date file for la value function now. Alors, je vais repartir au niveau de mon modèle. Apparemment, il y a un problème avec la date. Donc, je vais mettre... c'est une chaîne de caractères, en fait. Voilà. Parce qu'il n'arrive pas à... Ou de moins, on n'a même pas besoin. On va laisser ça de type date. Mais on va juste enlever ça. Comme ça. Parce qu'à chaque fois que vous allez générer un code, lui-même, MongoDB va directement mettre la date par défaut. Donc, on va générer le code en toute quiétude, normalement.
Alors, encore eu quelle erreur là? Pas at course. Il dit validation erreur code, validation course, cast string pour value. Voilà, je n'ai pas mis. Voilà, je n'ai pas mis en fait. Il y a un élément qui manque, le nom du cours. Donc je vais mettre course. Je vais répartir. Je prends course à quel niveau? Rec body point course en fait. Je prends principalement le champ course de mon formulaire. D'accord? Alors normalement là ça devrait passer. Je vais pouvoir générer le code qui va me permettre de répondre à l'appel. D'accord? Donc là j'ai mon ligne. Voilà, voici mon code. Alors là c'est un code là, ne me fait pas trop, ne me rassure pas trop. Je pense que c'est pas le bon. Donc je vais essayer de regarder mon code, pourquoi il me génère un tel code. Donc new lines, la taille. Alors est-ce qu'il prend le paramètre id teach ici? Rec params id teach. Alors je vais repartir au niveau de la route pour voir si c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors donc on va essayer de loguer le contenu de id teach. Ah non, c'est pas ça. New string length, new time. Alors, je vais essayer de loguer le code ici. Voilà. On va retester. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit, ah, il y a une erreur. Ici, il y a déjà un code qui existe. Je ne vais pas créer le même code deux fois en fait. Effectivement, il a raison. Alors, pourquoi il me génère toujours le même code? Qu'est-ce que je dois vérifier ici? J'ai la fonction de date now. Donc, je vais mettre ça. Je pense que ici, comme c'était pas une fonction, normalement, quand c'est une fonction, vous devez mettre les parenthèses. J'avais oublié de mettre les parenthèses ici. On va voir si c'est ça le problème. Donc, je vais générer le code. Voilà. Là, il m'a généré le code en toute quiétude. Donc, voici, c'est le code que l'enseignant répond, en fait. L'enseignant donne à ses étudiants, en fait, aux apprenants pour dire, mettez le code 606 au niveau du formulaire, rapidement, vous avez 2 minutes. D'accord? Donc, après, les enseignants, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce code-là. Ils vont répondre à l'appel avec. Qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais essayer de répondre rapidement. Donc, on peut continuer à rendre la tâche un peu plus compliquée en mettant notamment... Alors, donc ici, je vais mettre mon code et je vais mettre l'identifiant. Par exemple, je vais prendre un identifiant au hasard comme ça, tout simplement. On peut rendre la tâche un peu plus compliquée en mettant, en disant que le code se périme après 1 minute. Il y a encore une erreur au niveau de cette fonction. Alors, il nous dit cast string. On va aussi aller regarder, répondre. Rest body, je dois prendre le code seulement. J'ai fait cette erreur là. Donc il doit juste prendre ce code là que je l'envoie pour vérifier si ça existe en base de données et m'ajouter un nouvel identifiant. Donc je dois répondre voilà. J'ai répondu mais tab students est vide. Et pourtant ici il y a là c'est l'identifiant de là c'est mon identifiant de l'enseignant qui a créé la session. Donc ça c'est la session mais tab students est vide en fait parce que en fait il n'a pas pris mon identifiant ici pour mettre ça. Je vais voir pourquoi. Est-ce qu'il prend bien ID students au niveau de la route response? Ah ici c'est ID user alors que c'est ID students normalement. Donc j'enregistre et je vais retester. À ce moment là ça devrait passer. Donc j'essaie. Voilà. Donc j'ai pu répondre à l'appel. Vous voyez l'identifiant qui est dans ce tableau là. Donc je vais essayer d'agrandir un peu. Donc l'identifiant qui est dans ce tableau, tab student, c'est l'identifiant qui correspond à celui que j'ai mis en paramètre ici. Donc c'est mon identifiant. Donc là j'ai répondu à l'appel. Et si vous voyez, si je refais encore la même chose, il ne va pas me rajouter, c'est toujours moi. Parce que c'est même, il a remarqué que c'est le même identifiant en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de changer par exemple un identifiant. Je vais mettre UCR 123. Voilà. Je vais à un nouvel identifiant. Voilà, vous voyez, ça s'est ajouté dans le tableau. Donc on peut rendre la tâche de réponse un peu plus compliquée, mesdames et messieurs, en
en mettant en fait le temps de durée du code ou en faisant en sorte que chaque étudiant, chaque apprenant a son code unique. Et il faut que l'enseignant te le communique présentement en fait. Ou du moins on peut mettre un code en QR code pour que les enfants puissent scanner et répondre automatiquement. Donc c'est pas mal de choses comme ça qu'on peut améliorer au niveau de ce projet. C'est la fin de cette vidéo. Excusez-moi de la longueur. Mais c'était pour vous montrer de bout en bout comment est-ce qu'on crée une API avec Node.js. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jusque là, on se retrouve dans les très prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de partager et de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci aux membres qui me font confiance. Merci aux personnes qui partagent mes vidéos. Donc on se retrouve dans des très prochaines vidéos. Alors avant de nous laisser, je vais essayer de récapituler. Donc on a d'abord créé un projet. Après avoir créé le projet, on a organisé ce projet. Après avoir organisé le projet, on a commencé à remplir un à un le contenu de nos dossiers ici. Donc c'est un serveur en Node.js qui passe de manière impeccable jusqu'à maintenant, ou du moins ça résout notre problème. Donc merci et à bientôt sur Poupon Code.